légitimer la frontière. C'est fondamental. Moi, j'assume. Je prie pour que Trump gagne. Sincèrement, je pense que son élection est vitale pour éviter la victoire du lobby militaro-industriel américain. Alors que tous les médias français étaient persuadés d'une défaite de Donald Trump, nous avons su voir l'ampleur du phénomène Trump. Nous en avons fait un magazine, un documentaire, nous nous sommes rendus sur place. Et hier, jour de l'élection, nous avons clôturé un live de plus de 24 heures en direct, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur notre application mobile. Commandez notre magazine, téléchargez l'application mobile et surtout abonnez-vous à Frontières pour tout comprendre. C'est pas la question d'être naïf, c'est que depuis des années, nos gouvernements ne défendent plus la France. Point. À partir du moment où ils estiment qu'on est une colonie migratoire de l'Afrique, colonie économique de la Chine et des États-Unis, tout va à volo. Si vous voulez, en fait, moi, j'accuse pas les autres. Les Américains sont un grand peuple fier, qui d'ailleurs, et c'est l'enjeu de cette élection, Trump veut reprendre la souveraineté du pays en main. Voilà. C'est pour cela, moi, que je l'aime bien, même si je ne suis pas naïf et que je sais que son élection signifiera sans aucun doute une fermeté plus grande à l'égard des Européens. Mais moi, j'en veux pas à Trump de vouloir défendre son pays. Et je trouve que cette élection est très importante pour la paix, on y reviendra, en Europe. Parce que les États-Unis sont un monstre et qu'il faut faire avec. Et je préfère avoir Trump en face que Kamala Harris. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais une parenthèse, je suis stupéfait que la classe politique française n'ose plus rien dire. Oui. Parce que les journalistes français ont décidé que Trump était un nazi et que Harris était génial, même le RN ne dit plus rien. Enfin, c'est surréaliste. Moi, j'assume. Je prie pour que Trump gagne. Parce que c'est le seul moyen d'avoir la paix en Europe. Et j'ai trouvé absolument saisissant, je fais une parenthèse, je reviens à votre question. J'ai trouvé saisissant que j'ai mis sur ma boucle, sur mon Twitter, vous verrez, c'est en épinglé, une interview, une réponse de Trump sur la guerre. Mais je veux dire, cette séquence de Trump qui répond sur ce qui s'est passé au Moyen-Orient, sur les millions de morts, où il dit c'est la faute des États-Unis. Je veux dire, si la presse française était honnête, elle publierait cette vidéo et les gens verraient que Trump n'est pas ce qu'on dit. Et que c'est pourquoi, moi, sincèrement, je pense que son élection est vitale pour éviter la victoire du lobby militaro-industriel américain qui est en train de détruire le monde. Donc, je pense, premier point, que ce n'est pas le problème des États-Unis, c'est le problème de la France. Tant que la France ne défendra plus sa souveraineté, son indépendance, ne se donnera pas les moyens, ce qui ne veut pas dire ne pas tisser des coopérations au niveau européen, mais reprendre d'abord sa liberté. Moi, je suis de plus en plus, j'ai trouvé le terme récemment, comme quoi on évolue, je suis plus souverainiste, parce que je le suis souverainiste, mais les gens ne comprennent pas le terme. Oui. Donc je suis indépendantiste maintenant. Ah oui. Voilà. Non, mais j'insiste là-dessus parce que c'est une percée conceptuelle que je viens de faire. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi avoir ce terme compliqué de souverainiste, que les gens assimilent à royaliste, alors qu'en fait, on est indépendantiste, puisqu'on n'est plus indépendant, on est colonisé. Voilà. Donc, il faut que la France reprenne sa liberté, que la France bouleverse l'Union européenne, mais même la foute en l'air, pour être franc, reconstruisent une Europe des nations avec des Orban, des Mélanie, des Suédois, des machins avec ceux qui veulent. Et là, vous verrez qu'il se passera quelque chose et il y aura obligatoirement des tensions avec les États-Unis, comme avec la Russie, comme avec la Chine, comme avec les grandes puissances. Mais ce sont des tensions qui doivent être créatrices de respect. Mais comment voulez-vous que les Américains respectent les Français puisqu'ils savent que c'est un paillasson ? D'ailleurs, quand vous êtes face à un paillasson, vous essuyez les pieds. Hein. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs quand on voit les rencontres des grandes personnalités, des grands diplomates, des présidents. La France est quand même de moins en moins respectée. On le constate, on n'est pas aussi brillant qu'avant. On voit notamment, on revient aussi sur le déplacement qu'a fait Macron ces derniers jours au Maroc. C'était pathétique. Non mais c'était le pathétique. Constat, Non mais la réalité, c'est que si vous voulez, on est pris pour des guignols. Et puis en plus, je pense qu'ils ont les dessous des cartes. Oui. Que nous n'avons pas. Et je pense qu'ils les tiennent à la gorge. Voilà. Bien sûr.
Je pense qu'ils les tiennent à la gorge. Et je pense que si Macron ou Hollande ont été si faibles, et même Sarkozy d'ailleurs entre nous, mais moins quand même, ont été si faibles vis-à-vis des États-Unis, c'est parce que les États-Unis les tiennent. Ils les tiennent parce qu'ils ont, par exemple, ils doivent savoir comment Macron a placé son argent de Rothschild. Parce qu'on ne va pas me faire dire que l'argent de Macron, que Macron a gagné si peu d'argent quand il a fait la fusion ou la vente de Nestlé, Pfizer, etc. Donc, à partir du moment où vous avez des hommes politiques faibles, qui ont des basses œuvres, qui n'ont pas dit toujours la vérité sur leurs sources de financement, à partir du moment où Nicolas Sarkozy est le représentant des intérêts du Qatar en Côte d'Ivoire, c'est la réalité aujourd'hui. Hein. À partir du moment où comment voulez-vous qu'une puissance comme les États-Unis, qui nous espionne, parce que là on est espionné matin, midi et soir, d'ailleurs je vous recommande de fermer tout ça si vous voulez être libre, comment voulez-vous qu'ils n'en abusent pas? Donc ils sont tentés d'en abuser puisqu'ils ont une France faible et ils ont une Allemagne très faible. Quand vous voyez qu'on n'a pas réagi sur Nord Stream, non mais attendez, les Américains ont saboté Nord Stream. De fait, alors est-ce qu'ils l'ont fait avec les Norvégiens, les Danois, personne n'a rien dit. Mais c'est délirant quand vous y réfléchissez. Alors, est-ce que Trump va changer ça? Non. Trump, il va nous écraser autant que Harris, autant que Biden, autant que les autres, si nous ne réagissons pas. Mais pour réagir, c'est compliqué, parce qu'il faut déjà que nous, dans notre tête, on n'ait pas des mentalités d'esclaves. Il faut qu'ensuite, on remette nos finances en ordre, parce que quand on est un pays surendetté, on est quand même faible. Il faut qu'on ait les fesses propres, pardonnez-moi de l'expression. Il faut qu'on se dégage de l'Union européenne qui est pourrie jusqu'à la moelle. Madame von der Leyen est corrompue et complètement corrompue à la botte des Américains, et de l'État profond américain. Voilà, donc si vous voulez, ça fait beaucoup de si, mais de toute façon, on y sera conduit, parce que sinon la France disparaît. Et l'Allemagne d'ailleurs. Ce qui est fou dans ce qui se passe, c'est presque... la France disparaît politiquement, diplomatiquement, etc. Et l'Allemagne, géant économique, a accepté de se décomposer comme ça. C'est terrible ce qui se passe en Allemagne aussi. Sur la question justement de la prise de conscience, vous en parlez, moi ça me rappelle, est-ce que vous vous souvenez de cet épisode de la vente des sous-marins qui avait été justement à l'Australie, qui avait été saboté par les États-Unis, et il me semblait qu'à ce moment-là il y avait eu quand même une sorte de prise de conscience, c'est-à-dire d'un monde anglo-saxon qui avait aussi ses intérêts propres, qui s'entendait mieux, et que nous étions tenus à l'écart de ce monde. Et c'est l'un des moments, avec celle aussi de l'écoute aussi, à un moment les Américains vous avez mis sous écoute notre président, il y avait eu ces deux moments là où il me semblait qu'il y avait eu une prise de conscience, mais derrière finalement rien en fait. Rien, et pire que rien, il y a, on donne, si vous regardez comment Microsoft, comment les filiales américaines ont les contrats de notre outil de défense. Et oui. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas d'être... Si vous voulez, pourquoi je suis un admirateur de De Gaulle, malgré, bien sûr, De Gaulle n'a jamais été parfait, c'est parce que ce que je trouve fascinant dans les textes de Gaulle, et il y a le compte Twitter Gaullisme qui est passionnant, je ne sais pas si vous êtes abonné, parce qu'il permet de revoir les textes. Et des textes d'une profondeur, c'est que De Gaulle avait une volonté, mais que c'était pas des déclarations incantatoires. C'est que derrière, il avait mis en ordre de bataille le pays pour... se donner les moyens de l'indépendance. Et le drame aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus les moyens de notre indépendance technologique, scientifique. Et que ça, on croit et on fait croire aux Français que c'est en se mettant avec les Européens qu'on va l'avoir. Non. Le seul truc qui marche encore, c'est le Rafale. Oui. C'est le seul avion qui a été exporté. C'est le seul qui a des secrets de défense français. Qu'est-ce que fait le gouvernement actuel? Il fait tout pour qu'on les vende aux Allemands dans le fameux SCAF. C'est fou quand vous y réfléchissez. C'est-à-dire que, au lieu de soutenir Dassault et de dire à Dassault, voilà, on va mettre des milliards et on va garder un outil de défense indépendant, on est en train de le brader aux Allemands qui, eux, sont totalement sous la soumission américaine. Donc, en fait, il y a un problème de volonté, il y a un problème de capacité. Et ce qui est fondamental pour moi, c'est qu'on ait un projet politique, un projet patriote, d'union de grandes coalitions patriotes, qui à un moment disent c'est pas simplement une question incantatoire, c'est une question de moyens. Et ça demandera des efforts. Et ça se fera pas comme ça. Mais je pense que, moi je connais bien les Américains, j'ai vécu aux États-Unis pas longtemps, mais 6 mois quand j'étais jeune en stage. Quel État ?
New York, mais j'ai beaucoup circulé. Ce sont des gens qui respectent que l'effort. Oui. De Gaulle était respecté par les Américains, même s'ils le détestaient, à un moment. Chirac a été respecté, même s'ils n'ont pas supporté son refus de ne pas aller en Irak. Mais les Américains respectent les gens forts. Alors c'est certain qu'en étant faible, on est mal barré. Sur ce même sujet, effectivement, alors du coup, indépendantiste, l'indépendantisme justement de notre pharmacie, je pense que c'est aussi un sujet par rapport au Doliprane, c'est un sujet qui a un peu quand même fait du bruit, et certaines personnes, moi j'ai entendu des personnes dire oui mais bon c'est pas grave, finalement, ce n'est qu'une souche qui est déjà exportée, qui n'est même pas produite en France, etc. Ce que j'entends. En revanche, est-ce qu'on peut quand même se poser la question de ce que cela représente aujourd'hui pour les Français d'être indépendants, d'être dans sa propre l'autoproduction de ces médicaments, mais même pas que des médicaments d'ailleurs, que ce soit dans la cosmétique, dans le textile, etc. Aujourd'hui, les Français ont quand même perdu leur valeur de cette indépendance et de leur culture et de leur savoir-faire. Oui, mais le problème de fond... Alors, le constat, il est partagé. De toute façon, c'est très simple. Il y a un chiffre saisissant. 20% du PIB en production industrielle il y a 10 ou 20 ans, on est à 9%. Même l'Italie n'en est pas là, au-dessus de nous. Donc, on a abandonné la production industrielle. On l'a abandonnée parce que l'intérêt à court terme des industriels, c'est de délocaliser. Mais en plus, on a eu un État, un gouvernement qui n'a pas veillé à protéger les intérêts stratégiques et notamment, par exemple, la production des médicaments, des principes actifs des médicaments. Et en plus, on s'est enfermé dans une Union européenne qui nous interdit de le faire. J'avais rencontré il y a 15 ans un des derniers producteurs français de principes actifs, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le médicament. Et il avait des usines. Et il m'a dit, jamais le ministre ne m'a appelé pour me demander quoi que ce soit. Alors, il y a eu une prise de conscience, faut être honnête, au moment de la crise sanitaire, mais là aussi, elle n'a pas été suivie des faits. On a fabriqué des masques qui ont été abandonnés une fois que les caméras avaient tourné le dos, et on cède Doliprane. Alors, Doliprane, je sais, beaucoup disent, oui, mais c'est un médicament de confort. Sauf que, contrairement à ce qu'on dit, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale, si on l'achète en vente libre, mais il est remboursé par la sécurité sociale s'il est prescrit par un médecin. Exactement. Donc, ça veut dire que l'argent de la sécurité sociale, de nos cotisations sociales, va partir dans une entreprise américaine, un fonds américain. Il faut être complètement cinglé. C'est comme les achats publics. Moi, dans ma commune, j'essaye d'acheter toujours français. Je vais vous donner une anecdote toute con. J'ai été au BHV acheter un nounours pour le baptême d'un enfant d'amis. Samedi, j'arrive au BHV. En haut, 5e, je vais voir. C'est des grandes halles pour les personnes qui n'habitent pas à Paris. C'est un magasin parisien. Et je vois des nounours partout. Je regarde l'étiquette, tous Made in China. Oui. Tous Made in China. Je vais voir un vendeur. Je dis, est-ce qu'il y a un nounours fabriqué en France ? Il me regarde comme si j'étais un homme de la préhistoire, avec une peau de mouton et une massue à la main. Et il me dit, bah non, je sais pas, quelle importance. Et je me balade dans le rayon et je vois un magnifique stand, avec du tricolore, marqué nounours fabriqué en France, doudou, machin et tout. Je lui dis, bah voyez, c'est quand même dommage, vous en avez. Pourquoi vous en parlez pas ? Il me dit, bah à quoi ça sert ? Mais j'ai dit, monsieur, si vous voulez un jour avoir à la sécurité sociale ? Vous croyez que vous aurez une retraite s'il n'y a plus d'entreprise qui fabrique en France ? Et le prix était quasiment le même que du truc Made in China. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, s'il n'y a pas une mobilisation collective du Made in France ou du produit en France, en se disant que c'est important pour notre sécurité sociale, nos retraites, notre avenir, bah c'est le... Voilà. Donc, mais ça, quelle est la responsabilité ? C'est la responsabilité des hommes politiques, des gouvernements. Moi, si j'étais au pouvoir, il y aurait des spots à la télévision, il y aurait... Mais ce que fait Trump... Moi, pourquoi j'aime bien Trump ? Parce que tout le monde me dit « Ah, faut pas dire que t'aimes bien Trump, tu vas perdre des voix. » Bon. Mais moi, j'aime bien Trump. Pourquoi ? Parce qu'il dit la vérité à son peuple. Voilà. Il est transparent. Il leur dit, voilà, il faut mettre des droits de douane. Mais quand vous pensez à faire des droits de douane, je réclame des droits de douane depuis des années, mais il n'y a pas un homme politique français qui ose les réclamer. C'est protectionniste. Ben oui. Trump l'a fait. Biden les a gardés. Quand même. Et nous, c'est toujours tabou. Et au niveau de l'Union européenne vient de mettre des droits de douane sur les voitures électriques, mais c'est une fausse mesure. 35% alors que les Américains ont mis 100%. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que toutes les voitures électriques de Chine vont s'abattre sur l'Europe. Et que ces 35% vont limiter la casse, mais ce n'est pas une mesure énergique.
Donc il y a un moment, soit on est capable de se dire, voilà, il y a un objectif, c'est de produire en France, on va le faire progressivement, on ne va pas tout produire en France. Mais il y a des mesures, je les ai proposées 100 fois, toutes les présidentielles, Montebourg aussi, mais c'est quand même symbolique. Les 2 mecs qui ont proposé des mesures du Made in France en France ont quand même été exterminés de la vie politique. Il faut quand même appeler un chat, Montebourg et moi. Pourquoi ? Parce que c'est même pas envisageable pour la pensée unique. Pourquoi je pense que l'élection de Trump est hyper importante ? C'est qu'à partir du moment où Trump va le faire aux États-Unis, ça va obligatoirement ouvrir les yeux puisqu'il y a une sorte de fascination de l'Europe pour l'Amérique. Donc obligatoirement, on va suivre d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, ça va décomplexer les Européens, j'espère. C'est où la fenêtre d'Overton, ça c'est... Voilà. Et si vous voulez, deuxième point, vous parliez des médicaments. Moi, je me réjouis que Kennedy ait rejoint Trump. Parce que si Trump gagne, Kennedy va foutre un coup de bazar, coup de pied dans la fourmilière de la corruption de Big Pharma, considérable. Et là, je peux vous dire que les docteurs Fauci et tout le ministère de la Santé français vont avoir des comptes à rendre sur le drame des vaccins anti-Covid, les effets secondaires cachés en France. Oh là, il y en a. Et il y en a. Et ça, on n'a pas le droit de le dire. Et moi, je peux le dire, parce qu'en tant que femme, rien que pour l'anecdote, après je te laisse la parole, Jules, moi j'ai de nombreux amis, notamment sur les règles, les menstruations de manière générale. Je ne suis pas la seule à l'avoir subi. Et puis même dans mes amis, dans mes parents aussi, il y a des effets secondaires qui sont... Mais effectivement, si on le dit... mais moi, faut même pas trop en parler parce qu'on risque de perdre voilà, on va YouTube. pas perdre Mais en tout cas, attention, moi je demande une commission d'enquête, je suis pas à dire, et j'ai jamais été anti-vaccin, mes enfants ont été vaccinés, etc. Donc je ne suis pas du tout contre les vaccins. C'est de remettre en question. Je ne suis pas du tout contre les vaccins. Je suis contre l'application d'un vaccin ARN qui n'est pas un vaccin, qui est une manipulation génétique d'ampleur, sans précédent, qui sera peut-être un truc de génial dans 10 ans, mais qui aujourd'hui, on n'a pas le recul. Donc encore une fois, moi je ne suis pas dans la caricature qu'on a voulu faire de moi. C'est pas le complotisme. Pas du tout. Et si Trump gagne, vous allez voir l'impact que va avoir la présence de Kennedy à la tête des agences de santé aux États-Unis. Et vous allez voir les conséquences absolument prodigieuses qu'il peut y avoir en France. Mais vous comprenez pourquoi le système de l'État profond, je suis désolé, là c'est pas complotiste, c'est réel, de l'industrie d'armement, de l'industrie de Big Pharma, qui tiennent le politique américain, en veulent à mort. La preuve en est, c'est qu'ils ont quand même essayé de le tuer 2 fois, à Trump. Voilà pourquoi cette élection, pour moi, est vitale. Ça va pas rendre l'Amérique plus sympathique, mais ça va nous permettre, nous peut-être, de prendre en main notre destin et de réagir aussi. C'est ça que j'espère. On sait qu'on est en live, une information vient de tomber très importante. Alors, ouais. Évidemment, je nuance, c'est ironique, c'est-à-dire que c'était un pronostic qui a été donné par le bébé hippopotame pygmée Mopeng. C'est une star des réseaux et il prédit que Donald Trump va remporter l'élection américaine ce soir, enfin demain, pour l'heure française. Donc voilà, c'est un premier sondage qui tombe. Est-ce que ça s'avérera vrai ? On ne sait pas. En tout cas, ça tombe en direct et si jamais il est élu, on pourra dire qu'on le savait avant, qu'on l'avait prédit avec ce bébé hippopotame. On croise les doigts. Je peux dire une autre chose juste sur Trump toujours, parce qu'on va dire que je suis un fan de Trump. Les frontières. Légitimer la frontière. C'est fondamental. La paix en Ukraine. La paix en Ukraine. Voilà des convaincus. La mise au pas de l'industrie pharmaceutique et de son comportement anti-scientifique. Parce que moi, je suis pour la science. Rien que ça, les droits de douane. Rien que ça, si ça va faire avancer le public, si je peux me permettre. Alors, je sais que c'est pas, on n'a pas, mais. J'aimerais avoir votre avis si on avance un peu dans la discussion sur la question de la démocratie américaine. Donc, ça m'intéresse de savoir comment vous analysez, puisque vous êtes déjà allé en plus, quel rapport aujourd'hui des Américains à leur démocratie. On a évidemment en tête la dernière élection avec les images du Capitole. Je pense que aussi profondément dans la construction américaine avec les thématiques de la destinée manifeste et autres, il y a une doctrine, un certain messianisme, un certain rapport à la démocratie. Quelle est aujourd'hui votre analyse de cette démocratie américaine ? Alors là, je pense qu'elle est malade, franchement. C'est-à-dire que le système démocratique américain est préhistorique. Quand vous pensez qu'on ne demande pas la carte d'identité pour voter, quand vous pensez qu'il y a un bazar incroyable dans l'organisation, c'est même pas organisé. C'est vrai qu'on vote un peu comme une lettre à la poste. Ah non, mais c'est pire que ça. Quand vous pensez qu'il faut attendre des heures, des gens font 4 heures de file d'attente pour voter. Ah ouais. Quand vous pensez qu'en 2020,
il y a eu, je ne crois pas me tromper, 55 millions de votes par correspondance sur 200 ou 160, je ne sais plus combien de votes. Je ne veux pas me dire de bêtises, mais je suis sûr du chiffre 54 millions. Que les gens votent 3 semaines avant et que les bulletins sont gardés. Vous imaginez Alors ça, les en potentialités France, pour le coup, ça ne serait fraude. pas accepté. En fait, c'est quelque c'est chose qui est complètement ancré dans leur fonctionnement. Mais c'est dément. Bien sûr. C'est complètement dément. Et là, Elon Musk l'a dit. Mais c'est complètement dément. Quand vous pensez qu'il y a du vote électronique complètement frauduleux. C'est pour ça que je suis très hostile. France. Mais je le sais, il y a 2 millions de Français qui votent par vote électronique. Les Français de l'étranger, les députés des Français de l'étranger ont été élus par vote électronique. Moi, je suis traumatisé par le vote électronique parce que Juppé et Sarkozy ont triché à mort à l'UMP quand j'ai été candidat et j'ai été minoré. Donc, j'en sais quelque chose. Donc, je sais ce que c'est que le vote électronique. C'est la fraude institutionnalisée. Donc, c'est quand même curieux de se dire qu'une nation qui se prétend la liberté, la démocratie, le progrès, a un système archaïque. Premier point. Et puis, deuxième point, il y a un problème gigantesque dans la démocratie américaine, c'est le règne de l'argent. C'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'ils sont complètement tenus par l'argent. Et que les parlementaires américains passent leur vie à courir après l'argent. Et courant après l'argent, on voit bien ce qui se passe. Ils en dépendent. Et ça, on a quand même de la chance en France, pour le coup. On a un système que la loi de 95 de Philippe Séguin, c'est quand même que moi, j'ai toujours pu faire de la politique sans jamais dépendre d'un chef d'entreprise, d'aspect financier. Et ça, je pense que c'est quand même un atout. Donc, ils ont 2 grandes faiblesses. C'est ce mode archaïque d'organisation des élections et le poids de l'argent qui est absolument monstrueux. And we will make America great again. Et est-ce que, je peux ouvrir le débat, mais est-ce que les États-Unis, qu'on a souvent dit comme les gendarmes du monde, d'un point de vue un peu plus géopolitique, et je continue dans cette logique de destinée manifeste, est-ce qu'ils le sont toujours ? Ils le sont, j'allais dire malheureusement, mais est-ce qu'ils ne sont pas au fait de leur puissance et à un moment où ils ne comprennent pas, en tout cas les démocrates n'ont pas compris, le changement du monde, ce caractère multipolaire, et leur erreur majeure en Ukraine, c'est de s'être trompé d'ennemi. C'est-à-dire d'avoir poussé la Russie dans les bras de la Chine. Et ça, c'est une erreur géopolitique, parce que c'est comme nous, la ligne Maginot. Souvenez-vous, dans notre histoire, on a loupé 40 parce qu'on était obsédés par 14-18. Et en fait, les membres du Congrès américain sont totalement obsédés par toute leur histoire anti-soviétique. Et Trump, d'ailleurs, là aussi, est un précurseur parce qu'il a compris que le vrai défi pour les États-Unis, c'était la Chine, c'était pas la Russie. Et la grande erreur de ce conflit ukrainien, géopolitique de l'Europe et des États-Unis, c'est de mythifier la puissance russe, de la provoquer pour un bout d'Ukraine qui était russe et qui a toujours été russe, et ce faisant de mettre dans les bras de la Chine la Russie et d'accélérer l'évolution des BRICS. C'est une erreur géopolitique majeure parce qu'en fait, ils ont vécu sur une analyse post-45 de Brzezinski qui voulait couper l'Europe de la Russie. Et je pense que là, c'est une très grave erreur. Et on verra ce que Trump fera, parce que Trump, attention, s'il gagne, il va avoir à gérer cet État profond. On connaît aussi les hommes politiques. Ce qu'on promet avant d'être élu n'est pas toujours ce qu'on fait après. Donc attention à ne pas non plus le surévaluer. Moi, je ne suis pas un fanatique de Trump du tout. J'espère qu'il gagne parce que je pense que c'est le seul moyen de se débarrasser de démocrates complètement pourris, woke et dangereux. Oui, puis vous comparez, c'est la comparaison entre Trump et Harris. Trump reste apparemment le... Non, mais je veux dire, quand on voit la presse française, les médias français, mais c'est se dire, mais où on vit ? Où on vit ? Mais ces gens sont complètement dingues. Mais parce qu'en fait, si vous réfléchissez, ce qui est assez intéressant, c'est que les médias français ont très peur de la victoire de Trump parce qu'ils savent la puissance américaine. Et ils savent donc que si Trump gagne, les patriotes, les gens comme nous, vont être quand même obligatoirement renforcés. Et qu'eux, en tout cas, vont être affaiblis. Et donc, ils cherchent à caricaturer pour nous affaiblir. Alors,
il faut aussi ne pas trop croire que c'est parce que Trump va arriver qu'on va être, ça va être magnifique, loin de là. Et il faut se méfier parce que c'est évident aussi que toute la presse de gauche et tous nos adversaires politiques vont, dès la moindre truc de Trump, vont l'utiliser contre nous. Voilà pourquoi Marine Le Pen a juste raison, d'ailleurs, ne veut pas trop se mouiller. Oui. Parce qu'elle a peur, à juste raison, d'un effet boomerang. C'est ça. Parce qu'on devient garant presque. C'est un peu comme quand on conseille un employé à quelqu'un, il est super, bah oui, mais on ne sait jamais ce qu'il va faire. Exactement, c'est vrai. Donc c'est un peu comme le Brexit. Si vous voulez, ils ont utilisé le Brexit contre nous, ils vont utiliser Trump. Mais moi, je vais vous dire, je pense, et c'est pour ça que j'aime bien votre endroit, votre site, c'est que je pense que l'exemple de Trump, en tout cas on va voir s'il gagne, ça prouve que face à un système qui ne recule devant rien, on ne gagne jamais à faire des compromis idéologiques qui de toute façon vous conduisent toujours à reculer. Et même si vous faites tous ces compromis, ils nous percevront et ils nous caricatureront de toute façon comme le diable. Alors je ne dis pas qu'il faut être le diable, je ne dis pas qu'il ne faut pas être malin, mais je pense qu'on doit assumer qu'on veut des frontières, qu'on veut un protectionnisme, que ce sont des gens dangereux. Et moi, ce que je trouve intéressant, quand vous écoutez Trump, il est beaucoup plus intelligent qu'on ne le dit. On le fait passer pour un débile, c'est pas du tout le cas. Et ce qui est très intéressant, quand vous regardez les Républicains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont, et ça c'est le côté américain sympathique, ils vont straight to the point. Vous voyez, ils y vont. Nous, à force de reculer sur tout, je crains que le système, finalement, ne gagne quand même. Je pense qu'on commet une erreur. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être obligatoirement excité sur tous les sujets. Il faut trouver le bon équilibre. Et c'est tout l'enjeu pour 2027. Un dernier sujet qu'on voulait évoquer avec vous, et pour ça j'accueille Emmanuel de Gestas qui travaille avec moi au Pôle Enquête. On est ravis, il a déjà fait une chronique ce matin. C'est le sujet de l'OTAN. C'est le sujet de l'OTAN, vous en parlez aussi régulièrement. Emmanuel, il connaît bien ces questions-là, il connaît bien les questions d'ailleurs d'ingérence étrangère. Je pars d'un premier constat qui était, vous vous souvenez de ça, de la phrase de Macron qui disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Depuis, beaucoup de choses se sont passées, la guerre en Ukraine, la Russie. Où est-ce qu'on en est pour vous de l'OTAN? Est-ce qu'il faut qu'on aille vers plus de souveraineté, ou est-ce que aujourd'hui la situation géopolitique nous dit nous devons rester dans l'OTAN, nous n'avons pas le choix? Il faut quitter l'OTAN. Il faut d'abord quitter le commandement militaire intégré. Mais quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN n'a aucun sens si nous n'avons pas par nous-mêmes la volonté et la capacité d'avoir un outil de défense indépendant. Et pas seulement en volonté, en technologie. Donc, attention, ne confondons pas les choses. Moi, je ne suis pas un anti-OTAN forcené immédiat. L'OTAN, c'est une organisation de défense héritée de la guerre froide. Des pays qui n'ont pas l'outil de défense qu'a la France, c'est-à-dire la force nucléaire, ont besoin de l'OTAN. Donc dire tout ce que fait l'OTAN est mal, il y a certains souverainistes qui sont un peu dans un espèce de délire, je pense à notre ami Asselineau et parfois à Florian Philippot, tout ce qui vient de l'OTAN serait mal, tout ce qui serait OTAN serait dramatique, je crois qu'il faut de la mesure. Moi, je considère que l'Alliance Atlantique, elle existe, c'est un cadre de travail en commun, et l'interopérabilité de certaines armes, c'est pas idiot. Il vaut mieux que des avions allemands, danois, norvégiens et même français puissent travailler ensemble s'il y a besoin. Donc il ne faut pas non plus être un ayatollah anti-OTAN. Mais je suis sur la vision gaullienne, c'est-à-dire que ça doit être un cadre de négociation politique et de travail en commun, mais en aucun cas une dépendance technologique, militaire, qui entrave notre capacité d'action et d'engagement sur des théâtres d'opération. Et pourquoi le retour par Nicolas Sarkozy en 2009 dans le commandement militaire intégré de l'OTAN était très dangereux, je m'y suis opposé de toutes mes forces, c'est parce que ça faisait perdre à la France son indépendance totale, technologique. Et ça faisait rentrer tous nos militaires qui adorent les galons et tous les généraux qui adorent briller dans des trucs américains et parce qu'ils ont l'impression d'exister, dans un système qui est comme des sables mouvants. Voilà pourquoi je pense que dans un premier temps, il faut absolument sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN et dire à nos généraux et à nos amiraux et à notre outil de défense, vous devez être en tout point libre et indépendant. Parce qu'un outil de défense ne doit pas être fait par les militaires, il doit être fait par le politique. Et l'outil de défense, il doit être au service d'une politique étrangère indépendante. À partir de là,
On a un outil de défense qui se suffit à lui-même, force de dissuasion nucléaire, une marine, des forces d'opération. On n'a pas vocation à aller au-delà des frontières françaises. Après, qu'il y ait l'OTAN, parce que les Allemands, les Danois, les Italiens ne veulent pas dépenser pour leur défense, comme nous, c'est leur choix. Mais déjà, retrouvons notre indépendance militaire. Ça serait déjà pas mal. Je rebondis sur ce que vous dites, mais du coup, est-ce qu'au fond, l'alternative qui peut se poser au tout OTAN américain dont vous parlez tout à fait justement, ce ne serait pas plutôt, alors je sais c'est pas très gaulien, mais l'Europe de la défense, en ce sens où, vous l'avez noté, un certain nombre de pays ne veulent pas dépenser militairement, s'engager dans des dépenses militaires, que l'Europe de l'Est, les pays, je pense à la Pologne, aux pays baltes, à la Roumanie, à tous ces pays qui sont dans l'orbite, si je puis me permettre, russe, qui se sentent menacés à tort ou à raison par la Russie. Est-ce que l'alternative à cette OTAN, ce serait pas un genre d'OTAN européen, pourquoi pas sous égide française, après tout, vous l'avez relevé, on a la puissance nucléaire, on a la première armée du continent, enfin pas pour très longtemps, les Polonais nous taillent les croupières, et c'est bien malheureux. Est-ce que cette alternative pour vous, ça pourrait pas être, paradoxalement pour le gaulliste que vous êtes, une Europe de la défense ? Non, j'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi j'y crois pas. Parce que, comme disait Bismarck, la géographie commande l'histoire. Absolument. Et nous avons une force de dissuasion nucléaire. Mmh. Le seul intérêt de la force de dissuasion nucléaire, c'est de se priver de dépenses conventionnelles. Ouais. Donc moi, je ne cherche pas à avoir la défense de la Pologne. Parce que s'il fallait partir dans une défense conventionnelle, la France devrait dépenser des fortunes en chars. Pourtant, c'est ce qu'elle va faire. Parce que mais c'est absurde. Tous les rapports... Mais des rapports de militaires qui, on pense, plus en français. C'est-à-dire qu'ils ne pensent plus en français. Ils pensent en européen. Et ont-ils tort ? Ils connaissent le terrain, après tout, il faut leur faire confiance. Mais moi, je vais vous dire, l'aspect technique, je ne suis pas chargé de défendre la Pologne. Non, certes. Non, mais enfin, je suis désolé. Il y a une architecture de sécurité collective qui fait en Europe qu'on fait qu'on est solidaire les uns des autres. Non. Pourquoi ? Non. Mais la défense appartient et du ressort de la France. Vous n'engagez pas des soldats mourir pour d'autres. C'est pourtant ce qu'on a fait au Mali, c'est pourtant ce qu'on a fait en Afghanistan. Ah mais on l'a fait, on a choisi d'envoyer des soldats aux forces professionnelles, des corps expéditionnaires, c'est très réduit. On l'a quand même fait. Oui, parce qu'on estimait que c'était de notre intérêt. Mais on doit être libre de le faire. Donc pour vous... Pour moi, j'estime qu'on doit avoir un outil de défense qui a pour objectif, premier point, de sacraliser le territoire français, les intérêts français, et que si un soldat franchit le Rhin, on puisse appuyer sur le bouton nucléaire. D'accord, mais... Attendez, je finis. Le deuxième point, je considère qu'on doit avoir un outil de défense pour défendre nos intérêts économiques dans le monde. C'est ce que j'appelle le corps expéditionnaire, qui permet d'intervenir ici ou là en urgence. Troisièmement, je pense que la France n'a pas les moyens financiers, économiques, et que ce n'est pas nécessaire, de payer la défense de ses voisins européens. Que c'est aux Européens voisins de défendre leur pays. Que la Pologne veuille défendre son territoire avec des chars et qu'elle investisse des dizaines de milliards pour défendre son territoire, très bien, je l'encourage. Mais il est hors de question que je lui donne le moins de centimes, surtout pour acheter du matériel américain. Et j'ai déjà fort à faire avec le territoire français. Ensuite, je n'exclus pas d'avoir des accords de coopération dans le cadre de l'OTAN pour que s'il y a besoin, on puisse éventuellement se porter à leur secours. Mais ça ne doit pas être contraint. Vous n'engagez pas la vie de vos soldats pour défendre des autres nations. Vous ne devez pas être engagé automatiquement. Voilà pourquoi je pense qu'on n'a pas les moyens financiers et qu'on n'a pas intérêt à participer aux guerres des autres. D'accord ? C'est-à-dire que c'est à la Pologne d'organiser sa défense, c'est à l'Allemagne de payer sa défense. Ensuite, que tout le monde participe à des accords de coopération pour de l'interopérabilité, parce que si on décide... Multilatéraux, les accords de coopération. Multilatéraux, ils peuvent être multilatéraux, bien sûr. C'est le cadre de l'OTAN. Mais ça peut être demain une coopération européenne. Mais je ne veux pas qu'on inverse les choses. Il n'y aura jamais quelqu'un... Parce que qui va décider d'engager des soldats européens, entre guillemets ? Madame von der Leyen, qui est élue par personne ? Non, mais le Conseil européen. Mais le Conseil européen n'est pas souverain pour la France. Alors, ça voudrait dire que le Conseil européen, la majorité, peut le faire ? Non, au consensus. Ah bah oui, donc ça veut dire qu'on revient à ce que je propose. C'est-à-dire qu'on est maître de notre outil de défense, on est lié par rien. La France n'a pas les moyens financiers de se porter au secours de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Italie, etc. Elle peut en avoir besoin et dire « je le fais ».
Elle peut vouloir le faire dans le cadre d'une coopération anticipée et prévue, c'est l'Alliance Atlantique. Mais de grâce, qu'on arrête de se mettre dans un truc impossible. Je vois des militaires qui nous disent il faut acheter 3000 chars pour une bataille de l'intérieur. Mais nous, on a la force de dissuasion. La force de dissuasion, elle est faite pour éviter la guerre conventionnelle. Pourquoi se mettre dans une guerre conventionnelle ? Et justement, pour enrichir cette discussion... Ce qu'il faut en revanche, c'est que la Pologne et l'Allemagne aient un parapluie nucléaire. Dernière question. Alors à ce moment-là, qu'ils investissent dans un... Mais d'ailleurs, vous avez vu ce que font l'Allemagne. L'Allemagne veut investir dans un dôme de fer. Oui. Mais qu'ils fassent leur dôme de fer, mais sans nous. On n'a pas besoin. Nous, on a la dissuasion nucléaire. On ne va pas investir des dizaines de milliards dans un truc foireux qui sera dans 10 ans peut-être vaincu par un autre missile, alors qu'on a la stratégie nucléaire de dissuasion. Je vous renvoie, pour ceux qui nous écoutent, à lire les travaux du père de la force de dissuasion française, qui est le général Gallois, qui a très bien expliqué la différence entre un combat nucléaire et un combat conventionnel. Le combat nucléaire n'a de sens que pour sacraliser un territoire national. Et c'est pourquoi je suis totalement en désaccord avec Emmanuel Macron quand il a levé l'ambiguïté de l'utilisation de la force nucléaire française pour défendre les Européens. Parce que si vous faites ça, vous dépendez des conneries que vont faire les Polonais à la frontière russe ou des Russes à la frontière polonaise, et vous engagez la population française de recevoir un missile russe. J'ai juste une toute dernière question. Je vous provoque un peu. Oui, mais je vous en prie, il n'y a pas de mal, on est là pour ça. J'ai une dernière question. Vous disiez être embarqué en Europe dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Est-ce à dire que vous considérez que ce qui se passe à l'est de l'Europe, en Ukraine, ne relève pas de nos intérêts ? Alors ça nous emmènerait loin, mais rapidement, et j'essaie de comprendre. Oui, je l'assume totalement. Pour vous, cette guerre n'est pas la nôtre. Il n'y a pas de lien. Pour vous, il n'y a pas de lien. Même civilisationnel et culturel, c'est un peu mon dada, excusez-moi, entre Européens qui fait que les Ukrainiens, c'est un peu j'ai envie de vous dire, des cousins pour nous, et qu'on a des liens avec eux. Je me sens aussi proche des Russes que des Ukrainiens. C'est une guerre slave, c'est une guerre civile interne aux Russes et aux Ukrainiens. L'Ukraine ne date que depuis 91. Tout l'est de l'Ukraine est russe depuis 400 ans. Je vous renvoie au traité de 1600 entre l'Ouest et la Russie. Kiev a été le berceau de la Russie. C'est un État créé pour bloquer la Russie. Je ne dis pas d'enlever la souveraineté de l'Ukraine, je dis qu'il faut que l'Ukraine soit une zone neutre. L'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN, n'appartient pas à l'Union européenne. L'Ukraine est une ancienne province russe. De grâce, ne créons pas des problèmes là où il n'y en a pas. Si au Mexique, la Chine installait des bases secrètes, faisait une révolution et bombardait la moitié du Texas pendant 8 ans, je crois que les États-Unis réagiraient. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut laisser l'Ukraine envahir par la Russie, mais le conflit... Qu'est-ce qu'on fait alors ? Mais il fallait faire ce que Chirac avait proposé et que les Américains ont refusé. C'était de faire de l'Ukraine une zone démilitarisée, neutre, un État tampon. Comme la Finlande. Mais même pas comme la Finlande, comme la Géorgie. C'est à sphère d'influence russe. Est-ce que le Mexique, est-ce que vous allez installer la Chine au Mexique ? Non mais la Chine, elle n'a pas encore... Est-ce que la France tolérerait qu'en Wallonie ou en Belgique, il y ait des missiles russes ou chinois dressés sur Paris ? C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, pas l'inverse. Oui, mais n'oubliez jamais que c'est l'Ukraine qui a bombardé le Donbass pendant des années. Et que c'est le gouvernement de Kiev qui a des Russes. Une tentative séparatiste quand même. Je veux dire, on parle quand même. Oui, c'est une guerre civile. Les torts sont partagés pour moi. Et nous ne devons surtout pas nous en mêler. Et si nous avions sifflé la fin de la récréation dès la paix d'Istanbul, qui a eu lieu en juillet, puisque Kiev et Moscou ont signé un protocole de paix juillet, vous le savez, nous n'aurions pas eu ce massacre des Ukrainiens, nous n'aurions pas eu cette séparation avec la Russie. Et moi, je crois à une Europe. Et je pense que face à la Chine et aux États-Unis, la seule Europe qui peut gagner demain, c'est une Europe qui soit de l'Atlantique à l'Oural, qui aille de Paris, l'Allemagne, la Pologne, la Russie, et qu'il faudra bien réconcilier tout le monde. On s'est bien réconcilié avec les Allemands. On ne va pas rester éternellement sur ce conflit entre les Polonais et les Russes. Donc, il faut arrêter cette guerre. Et alors là, je vais vous faire du Trump tout craché. Cette guerre, moi, je l'aurais arrêtée en 48 heures aussi. Voilà. Parce que ça aurait vite arrêté. Voilà, référendum d'autodétermination au Donbass. Il y en a eu un en 91. 92% des Ukrainiens et bien on en refait un autre. Et puis, Ukrainiens. Ça aurait peut-être changé là, après les bombardements ukrainiens. Et puis, zone démilitarisée, et on arrête. Parce que je ne vois pas l'intérêt pour l'Europe de pousser la Russie dans les bras de la Chine. Je ne vois pas l'intérêt. Noté. Merci beaucoup, Nicolas. Mais je reconnais que ma position est franche. Je le note. Et pas à la mode.
Merci Nicolas Dupont-Aignan, il est 13h45 et on sait qu'on doit vous, Oui, c'est vrai. vous Moi, je serais relâcher bien de ce resté, mais studio. j'avais dit que je devais partir. Bah, ça aurait été un plaisir en tout cas de vous avoir un peu plus continuez. longtemps. Merci Et beaucoup. bravo à votre initiative. Merci à Merci vous. beaucoup. bon. Merci à vous. On continue encore puisque c'est un live qui va...